Bienvenue à Virage. Cette semaine, à l'émission, nous avons en studio le Cadillac IQ, un gros véhicule utilitaire sport 100% électrique, l'opulence du véhicule électrique. On vous en parle dans un instant. En chronique aussi, on va avoir les gens de Desharnais Pneumécanique. On reçoit aussi les gens de Industriel Alliance pour parler des nouveaux conducteurs. Entre autres, on va avoir Patrice Ouellette qui est en Europe. Des nouvelles de l'industrie à la fin de l'émission. On répond à vos questions. Tout cela à Virage dans un instant. Virage Auto est propulsé par IA Assurance Auto et Habitation. Avec moi à l'émission aujourd'hui, Marc Bouchard. Jacques, bienvenue. Salut, messieurs. Salut, Annette. Ça va bien? Oui, merci. Oui. Alors, Marc, tu es arrivé avec un très gros véhicule assez particulier et unique aussi. Je pense que c'est le porte-étendard de l'électrification chez GM. Donc, c'est le Cadillac IQ. Parle-moi de ce mastodonte. Je te dirais bienvenue au Cinéparc. D'abord, en termes de dimension, hein, on le sait, il est gigantesque. Juste pour vous donner une idée, l'empattement fait 3,5 mètres. Si vous avez une Smart, elle fait 2,5 mètres. Ça veut dire que vous la mettez entre les roues, puis il vous reste 3 pieds en arrière. Ça vous donne une idée des dimensions du véhicule. C'est gigantesque, littéralement. Je vais t'ajouter quelque chose sur ta Smart. Oui. La batterie de ce véhicule-là est plus lourde que ta Smart. Effectivement. Et juste la batterie. Parce que le total du poids de ce véhicule-là, c'est plus de 9100 livres. Donc, wow. Écoutez, c'est gigantesque, ça n'a aucun bon sens. À l'intérieur, bien évidemment, c'est un 7 passagers très, très spacieux. Et quand je vous dis bienvenue au Cinéparc, c'est qu'il y a tellement d'écrans à bord, j'y reviendrai, mais il y a des écrans à pleine largeur, il y a un écran central, il y a 2 écrans à l'arrière. Bref, on est vraiment dans le haut summum de la technologie parce que c'est ça qu'on a voulu faire justement avec l'IQ, c'est amener à peu près tout ce qui technologiquement était intéressant. Oui, au niveau électrique, bien entendu, mais aussi au niveau du confort et de ce qu'on peut proposer. Au niveau électrique, c'est sûr, batterie de 200 kWh, c'est gigantesque. Pour vous donner une idée, nous, on est branché en studio sur du 120 volts et j'étais à 66 de recharge quand on l'a branché et ce serait prêt dans 6 jours et demi pour la remplir jusqu'à... sur le 100. Écoutez, c'est sur le 120, là, évidemment. Semaine. Parce qu'on sait qu'en fait, c'est un véhicule qui est capable d'absorber jusqu'à 350 kW de puissance et qui est capable de regagner jusqu'à 180 km en 10 minutes. Sur 350 kW. Donc là, on est dans quelque chose de très, très rapide. Mais évidemment, quand on a un courant ordinaire comme à la maison, c'est absolument impensable. Est-ce que GM utilise dans ses gros véhicules, parce qu'on l'utilise à 2 endroits, par exemple, c'est Silverado et IQ, la 200 kWh. Oui. D'après moi, c'est l'une des batteries les plus puissantes de l'industrie à date. Là. À mon avis, c'est la plus puissante. Ouais. J'ai rien vu qui était à peu près similaire là-dedans. Capacité de recharge, on parlait de capacité de recharge. Là. Le chargeur, c'est 19,2 kWh. C'est quand même très, très puissant. Donc, on est là. Et pour vous donner une idée, quand moi, je suis parti de la maison ce matin, c'est vrai que j'avais conduit gentiment auparavant, mais l'affichage était à 802 km d'autonomie. Évidemment, je ne le ferai pas. J'ai parcouru 207 km, ça en a retranché 280. Donc, et on est en température là, à peu près 7-8 degrés. Donc, c'est pas excessif comme consommation par rapport à ce qu'on nous annonce, mais oui, c'est quand même 35 kWh au 100 km. Là, c'est énorme. Sauf que c'est 750 chevaux, c'est 785 livres-pieds de couple, c'est le 0-100 en 5,3 secondes. Je vous rappelle qu'on parle d'un véhicule qui pèse près de 10 000 livres. C'est énorme. C'est énorme. Mais je veux revenir parce que tu as dit 35 kWh, c'est énorme parce que, juste pour faire un parallèle, on veut que ce soit en bas de 20. Oui. C'est ça la norme, là, juste pour que les gens puissent un peu s'y retrouver
au niveau de la consommation, parce que c'est différent. Les litres au 100, on sait à peu près la référence, mais à l'électrique, on ne sait pas tout à fait la référence. Donc, il faut être en bas de 20 kWh. Oui, exactement. Et actuellement, les Coréens, par exemple, parce que c'est souvent l'exemple le plus frappant, là, font aux alentours de entre 19 et 21, qui est une moyenne assez standard. Donc, évidemment, vous aurez compris que ça, c'est un autre monde. Je vais laisser Jacques en parler parce qu'après, je vais venir vous parler des petits détails technologiques avec lesquels j'ai eu un plaisir fou tout le long que je me suis arrêté. Ouais. Jacques, oui. achètes-tu un? Non, mais j'ai hâte d'entendre ces détails technologiques. Ouais. Ben moi, pour dire que l'escalade qu'on a ici, là, c'est vraiment, vraiment imposant. Quand on a voulu rentrer ça dans le studio, ici, la porte était ouverte d'une certaine hauteur, puis d'ouvrir la porte parce qu'il s'en vient quelque chose de monstrueux, de gros. Mais c'est un beau véhicule, malgré tout ça. C'est un beau véhicule. C'est imposant, c'est immense, ces routes. Tu te demandes où tu vas stationner ça. Il faut que tu aies de la place pour ça. Tu vis pas en condo comme moi, là, parce que tu peux pas avoir ça. Là. Oui, mais tu achètes un autre condo pour ton auto. Achète 2 condos bout à bout. Alors, c'est ça. Alors, c'est fabriqué aux États-Unis. C'est un prix énorme pour ce modèle-là. Le prix de base d'environ 162 000 à part des taxes, préparation, etc., etc. Taxes de luxe. C'est vraiment, vraiment taxes de luxe en plus de ça. C'est vraiment élevé. Alors, je parlais de l'intérieur, l'écran incurvé, tout ça, c'est immense. C'est d'une porte à l'autre. C'est à 55 pouces, l'écran. C'est une limite. Tu vas me dire qu'il est à peu près haute comme ça. Là. Mais c'est incroyable. Alors, beaucoup de technologie. Moi, je me dis, la technologie, on en a à la maison. Nos ordinateurs, tout ça, on les brasse un peu. Mais on est délicat avec ça. Ça se fait brasser sur la route, là. On a des routes au Québec qui vont les secouer davantage. Je me dis, est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va être bien? Tant et aussi longtemps qu'il y a de la garantie attachée au véhicule, c'est pas si pire. Et moi, je m'imagine, là, dans quelques années, tu as un véhicule comme ça, tu as une petite boîte grosse de même, le gros Levert qui fait défaut, 45 000 il va poser. C'est ça qui va faire peur. Alors, maniabilité, c'est imposant. Et qu'est-ce qu'on fait? Batterie 250, on en a parlé, 250 kW. Alors, moi, je le trouve beau, imposant, confort. Espace, c'est un véhicule qui est très spacieux, autant en avant que les 2 sièges arrière et plus la troisième rangée. Alors, quelqu'un qui a besoin de tout ça, il va pouvoir le considérer. Capacité de remorquage à 8000 livres, on n'en doutait pas. C'est vraiment puissant au niveau remorquage. Alors, il y a des roues 22 ou 24 pouces. Le véhicule qu'on a ici a des 24 pouces. Et je suis fier que tu en aies parlé, Daniel. Tu m'en as parlé avant l'émission. Pas de pneus d'hiver pour ce véhicule-là. Là. Oublions ça. Il faut vraiment acheter un autre jeu de roues. Si c'est à 24 pouces, on doit acheter des roues de 22 pouces, des pneus. Ouais. Donc, prévoyez un petit budget autour de 5 000 là, de base. Minimum. Si vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus chic, ça va coûter un peu plus cher. Je vous rappelle quand même que la version qu'on a, c'est la version Sport 2, là, la plus haute. Elle vaut 181 000. Je pense que pour 5 000 ça va être correct. Rendu là. On va être capable de faire le travail. Mais si vous voulez garder ces roues-là, ça ne sera pas possible. Non. Impossible, non. Pas pour l'instant. Mais là, les fabricants vont se virer de bord puis on va faire ça. Mais j'espère qu'on est rendu à la limite. 24 pouces, ça commence à être pour moi la limite. La prochaine étape, c'est les 35 pouces pour aller en route. Là. C'est pas mal le seul. On est rendu là, puis c'est pas applicable sur ce véhicule-là, mais du 24 pouces, je pense que là, on étire un peu la sauce. Absolument. Parce que c'est des pneus qu'on voyait avant sur des véhicules concept. Oui. Tu sais, des véhicules concept, on voyait ce genre d'exagération. Ouais. Mais là, on l'a comme de base. Là, On avait ça dans les années 1920, quand il était à l'âge de même. On avait des roues hautes comme ça. Oui, mais c'est pas des pareil. roues en bois, là. Ouais, avec des roues de bois. Je vous rappelle que j'ai déjà eu une voiture qui avait des pneus 12 pouces aussi. Là, fait qu'on on a peut-être moyen de trouver une moyenne entre les deux. Mais je voulais vous parler de technologie parce qu'il y en a des tonnes à l'intérieur. Ouais. Maniabilité, 4 roues directionnelles. Le système Crabwalk, comme sur le Hummer. Donc, vous êtes capable de vous déplacer latéralement avec ça. Je l'ai essayé, ça la fonctionne plateforme du Hummer. super bien. C'est la même plateforme. Système de son AKG qui est absolument spectaculaire avec des haut-parleurs dans les appuis-têtes des 2 premières rangées. C'est incroyable comme sonorité. C'est spectaculaire. Les portes automatiques. Tu as un petit... Parce qu'on a parlé des 3 écrans, là, des à la écrans. Rolls-Royce. Là. Oui.
des écrans devant. Tu as un écran devant le passager, tu as 2 écrans devant le conducteur, tu as un autre écran central où il y a d'autres commandes. Donc, on peut là ouvrir les portières ou les fermer, les 4. Siège massant, chauffant, ventilé, les 2 premières rangées. Tout ça contrôlé à l'avant. On a vraiment mis, bon, évidemment, suspension adaptative à air qui monte et qui descend de façon automatique. On a mis vraiment tout ce qu'on peut s'imaginer comme option de confort. Super Cruise, on a la conduite autonome. Oui, et conduite autonome qui va super bien. Écoutez, moi, je viens de la Rive-Sud de Montréal. Je me suis emmené à Québec ce matin et j'ai roulé, je dirais, les 3/4 du temps. C'est la voiture elle-même qui conduisait. Tu peux choisir ou pas de la faire dépasser. Donc, c'est elle qui décide quand elle dépasse et quand elle te ramène. Bon, elle est parfois un peu trop prudente à mon goût, là. C'est-à-dire que, tu sais, elle va décider de se retasser rapidement pour revenir. C'est un peu dérangeant, mais il y a moyen de le contrôler facilement. La caméra arrière qui est super claire, qui vous permet d'avoir une visibilité dans le rétroviseur. Bref, il n'y a pas un degré de technologie que GM a placé dans un de ses véhicules qui n'apparaît pas sur ce véhicule-là. Donc, on a vraiment poussé le tout au maximum. Mais on le dit, c'est 181 000 ou à peu près dans la version telle qu'on la connaît actuellement. Ça prend de l'espace et ça prend un besoin pour ce genre de véhicule-là. Moi, je suis content de l'avoir pour une semaine, mais... J'ai beaucoup apprécié le confort. J'ai beaucoup apprécié la douceur de roulement. L'accélération qui n'est pas vive à outrance comme le Polestar 3, par exemple. Donc, tu as l'accélération qui est raisonnable, qui se compare peut-être à une version à essence de l'Escalade. J'aime moins les écrans de la façon qu'on les a placés. J'aime mieux chez Ford avec l'Expédition et le Nautilus, par exemple. La courbe de l'écran est trop prononcée. Et surtout en arrière du volant, dans le bloc instrument du conducteur, j'aime pas la façon dont on a placé la courbe de l'écran. C'est spectaculaire au coup d'œil. Ça, j'apprécie un peu moins ça. La qualité des matériaux, de l'assemblage. Tout est là. Tu sais, Cadillac fut un temps où l'assemblage... C'est à laisser aller. C'est impeccable sur ce véhicule-là. On voit que c'est pratiquement fait à la main, avec attention. Puis, cette plateforme Ultium-là, je pense que GM va avoir intérêt à continuer à la développer et tout ça parce qu'on réussit à faire des véhicules vraiment extraordinaires. Ça, c'est un véhicule de démonstration. Oui, c'est pas... On n'a à peu près pas vendu. Ça, je t'ai pas dit que vous n'en croiserez pas 25 sur la route aujourd'hui. Là. C'est vraiment le genre de véhicules qui sont des véhicules icônes, une espèce de véhicule phare, en disant, regardez, on est capable de les faire. À mais c'est pas ça qu'on a. 740 km officiels annoncés. Je pense que déjà là, on voit qu'on avance dans l'électrification. Oui, mais je te répète... C'est ce que les gens commencent à avoir de besoin. Je te rappelle qu'on parle quand même d'une batterie de 200 kWh qui pèse quelques centaines de kilos à elle seule. Donc, évidemment, oui, c'est facile d'augmenter l'autonomie quand on augmente la batterie, mais il faut voir est-ce que c'est nécessaire. Et tu as l'espace pour. Exact. Ouais. Merci, messieurs. Ça fait plaisir. Alors, voilà, restez avec nous. Au retour, les gens de IA Assurance Auto et Habitation sont avec nous et également les gens de Desharnais. On répond à vos questions, les nouvelles de l'industrie. Bref, beaucoup de choses encore à venir à l'émission. Restez là, CarExpert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. CarExpert à la fine pointe de la carrosserie. Voilà de retour. Vous savez très bien que cette émission vous est rendue possible grâce à l'excellente participation de IA Auto et Habitation. Ils sont partenaires majeurs. Ils sont encore avec nous cette année. Ils ont l'amabilité de venir nous parler d'assurance. Vous le connaissez, Éric Desgagnés, directeur principal chez IA Auto et Habitation. Salut, Éric. Salut, Daniel. Ça va bien? Ça va super bien, toi aussi? Ben oui, super. Tu nous as emmené de la visite Caroline Miller, qui est agente en assurance de dommages des particuliers chez aussi IA Auto et Habitation. Merci d'être avec nous. Merci, Daniel, de m'inviter. Parce que c'est le fun. Aujourd'hui, on a un sujet qui est agréable, Éric, à jaser. Les nouveaux conducteurs, ça, c'est le fun de parler. Bien, tout à fait agréable et important, je dirais. Ouais. OK? On est à la rentrée. On s'aperçoit que beaucoup de jeunes conducteurs prennent des cours de conduite.
Donc, évidemment, quand tu commences à conduire sur l'auto de papa, de maman, il y a des particularités avec ton assureur à noter. Et aussi, on voit aussi beaucoup de nouveaux résidents du Québec qui arrivent de l'extérieur avec des permis de leur pays. Les règles au Québec sont un petit peu changées. Donc, on trouvait important aujourd'hui, et qui est mieux placé que Caroline, qui est directement en ligne avec nos assurés, pour venir nous parler un petit peu des particularités et donner des précieux conseils. Ben oui, parce à que ses auditeurs. les nouveaux conducteurs, là, on sait jamais quoi faire. Parce que c'est souvent les parents, je pense, Caroline, qui prennent l'initiative de vous appeler. Il y a des étapes à suivre et surtout à ne pas manquer pour justement s'assurer que nos jeunes soient bien assurés sur les autos. Oui, exactement. Donc, la première des choses, c'est d'appeler son assureur avant que le jeune conducteur conduise le véhicule. Donc, ensemble, on va pouvoir s'assurer que le contrat reflète la réalité. Donc, si le jeune conducteur est simplement occasionnel sur tous les véhicules du ménage ou s'il va être conducteur principal d'un des véhicules, on va pouvoir tout déclarer ça. Puis peu importe son statut de conducteur, il va gagner de l'expérience d'assurance. Ben oui, parce que c'est important de savoir quelle voiture la jeune personne va conduire là, pour justement s'assurer que tout se fasse dans l'ordre. Et des fois, comme moi, mes jumelles, je ne savais pas sur quelle voiture l'assurer. Mais là, tu es en train de me dire qu'on vous appelle puis elle est automatiquement sur toutes les voitures? Bien, quand on va faire le tour, en fait, de la réalité de la situation, si on voit qu'elle peut conduire tous les véhicules, puis qu'il n'y en a pas un qui est conduit principalement, elle va être conductrice occasionnelle sur tous. Moi, si j'ai une voiture un peu plus luxueuse, je voulais pas que mes filles touchent à cette voiture-là, je peux l'exclure. Oui, tout à fait. À ce moment-là, on va l'exclure, mais c'est bien important de comprendre qu'elle ne doit jamais conduire le véhicule par la suite. Éric? Bien, c'est tout à fait ça, Daniel. Puis tu le vois, là, il y a plein de situations parce qu'en général, il y a de moins en moins de gens qui ont une voiture pour la maison, puis c'est simple, hein, j'appelle, puis il va être conducteur occasionnel sur le seul véhicule que j'ai. Donc, l'important, c'est d'appeler avant, OK, pour s'assurer que votre assureur va avoir le bon reflet de votre situation pour que vous soyez rassuré également. Et vous voyez qu'un agent d'assurance comme Caroline, c'est la personne la mieux placée pour refléter la situation, puis vous assurer qu'après ça, vous pouvez faire conduire votre jeune en toute tranquillité. Bien, justement, Caroline, Éric a parlé tantôt des nouveaux arrivants. Il y a quand même... c'est quand même complexe parce qu'eux arrivent avec des permis de conduire de leur pays. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est comme des jeunes conducteurs? Vous les traitez comme des jeunes conducteurs? Pas dans un sens. C'est sûr qu'il faut toujours qu'ils vérifient si leur permis de conduire est reconnu au Québec. Parfois, il faut le faire convertir. Puis là, le processus peut être long. Donc, c'est recommandé de prendre rendez-vous à la SAQ le plus tôt possible, vérifier si le permis de conduire est bien valide. Ça, c'est important. Bien, tout à fait, pour éviter encore une fois des surprises, des mauvaises surprises, parce qu'on le sait, les règles de conduite, les façons de conduire, conduite à droite et tout ça, ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Donc, c'est très important de vérifier avec la SAAC. Et encore une fois, je pense que la personne la mieux placée pour ça, bien, c'est votre agent d'assurance de dommages. Donc, n'hésitez pas. Ben oui, il faut d'abord, ils doivent vous avertir de quel pays ils arrivent et tout ça. Donc, et vous leur dites aller à la SAC, les faire homologuer, vous assurer que c'est valide, que vous pouvez conduire au Québec et tout ça. Tout à fait. On les réfère à la SAQ là, pour s'assurer de toute la validité. Mais au moins, il faut qu'ils vous informent de dire on est arrivé, nous avons une voiture et là, on veut l'assurer. Ça, oui, première étape, appeler son assureur avant de conduire, tout à fait. Ça, c'est la base. Justement, en parlant de voitures assurées et tout, Caroline, les erreurs à pas faire ou peut-être les conseils à dire aux assurés de peut-être pas prétendre qu'automatiquement une voiture est assurée, là, surtout lors de transactions. Oui, tout à fait, Daniel. On voit souvent qu'il y a une erreur, que les gens pensent, dans le fond, que leur assurance va se transférer automatiquement sur les nouveaux véhicules. Donc, que ce soit une transaction chez le concessionnaire ou en particulier, c'est important d'appeler toujours son assureur avant de conduire un nouveau véhicule. Comme ça, on va pouvoir faire bien le tour puis valider, dans le fond, les protections que vous avez besoin selon votre profil. Je rappelle que c'est obligatoire d'assurer son auto avant de le conduire au Québec, au moins en responsabilité civile. Bien, justement, Caroline, ce serait quoi des bonnes pratiques là, pour un
un assuré là, qui veut être bien, là, qui veut faire les choses de la bonne façon? C'est quoi les conseils? En fait, dès qu'il y a un changement dans votre réalité, dans votre contrat, il ne faut pas hésiter à nous appeler. Des fois, c'est des choses qui n'auront pas d'impact, mais on va pouvoir vous rassurer. Vous dire, ça n'en a pas ou ça n'en a une, puis on va pouvoir adapter le contrat en conséquence. Puis, tu sais, Daniel, petite précision, quand on achète une voiture chez un concessionnaire, bien souvent, ils vont nous demander une preuve d'assurance pour être en mesure de partir avec le véhicule avant la livraison. Donc, instinctivement, l'assuré pense peut-être plus à appeler son assureur. Il y a aussi des transactions en particulier. Hein? Alors là, tu ne passes pas chez un concessionnaire avec un créancier, un emprunt dans le dossier. Donc, c'est là aussi le rappel, le réflexe de dire, hey, avant que j'aille à la SAAC pour faire le transfert de propriété, changement dans ma situation, il faut que j'appelle mon assureur pour s'assurer, justement, que le véhicule est bien couvert. Des fois, les transactions, ça va rapidement. Là. Oui. Ça fait que des fois, tu peux dire, bien, moi, j'ai déjà une voiture, je suis assuré sur ma voiture, je vais aller chercher ma nouvelle. Mais là, le vendeur a cancellé sa police d'assurance. Toi, tu n'as pas encore averti tes assurances que tu allais chercher cette voiture-là. Fait que là, tu peux passer un certain temps sur la route où cette voiture-là n'est pas assurée. Fait que là, ça peut causer des problèmes. Donc, sans faire peur aux gens, je pense que le conseil qu'on veut vous donner aujourd'hui, c'est, appelez Caroline ou appelez votre agente en assurance de dommages et on va s'assurer que le véhicule va être couvert et que vous allez avoir une tranquillité d'esprit encore. Donc, je pense que ça fait 3-4 fois qu'on le répète dans cette chronique, mais appelez votre assureur de dommages avant de prendre la route. Vous allez être... Bien, dans le cas de doute, on appelle son assureur. Je pense que c'est ça, en conclusion, qu'on peut retenir de la chronique d'aujourd'hui. On appelle, on pose des questions. Oui. Puis si on peut pas, on peut aussi, sur votre site Internet, trouver de l'information. Absolument. Tout à fait. Tous nos documents sont disponibles en ligne, que ce soit pour une nouvelle assurance ou une transaction. C'est simple, c'est rapide, puis c'est efficace là, également. Mais pas hésiter à nous appeler ou à aller voir sur notre plateforme en ligne. Dans le fond, notre priorité, c'est que les conducteurs, leurs passagers et tous les usagers de la route soient bien protégés. Et Daniel, ça se fait quand même assez rapidement. C'est simple, une transaction de véhicule pour un agent d'expérience, donc n'hésitez pas. Et je dis toujours aux gens aussi en terminant, allez sur le site ia.ca. Vous allez voir une section en assurance de dommages et vous allez trouver une multitude de conseils pour qui puissent vous être utiles. Donc, voilà. Absolument. Éric, merci, Caroline. Merci. Fort gentil. Éric, on se revoit bientôt, quelque part Oui. au mois de novembre. Absolument. Où on va parler d'indemnisation. Ça, c'est important. Très important. C'est pour ça qu'on s'assure, Daniel, au cas où. Au cas où, on ne veut jamais être indemnisé. Et bien sûr, préparer sa voiture pour l'hiver, je pense que les conseils d'usage, c'est bien important. Parce pour que ça éviter les s'en problèmes. vient encore une fois. Hein? On veut éviter les petits problèmes. Merci à vous deux. Bien gentil d'être passé à virage. Merci, Daniel. Alors voilà, on s'arrête et on se déplace chez Desharnais Pneus Mécaniques. Restez avec nous. Ce segment d'émission vous est présenté par Nokian Tires et Desharnais Pneus et Mécaniques. Desharnais, c'est juste parfait. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus Mécaniques. Je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut, Danny. Salut, Daniel. Ça va bien? Très bien, merci. Alors, dans cette chronique aujourd'hui de pneus, je suis vraiment content parce qu'on va parler des meilleurs pneus d'hiver. Oui. Donc, mais selon les catégories. On va y aller selon différentes catégories pour en avoir à peu près pour toutes les bourses. Donc, dans le pneu, il y en a pour tous les goûts, toutes les bourses et toutes les marques et tout ce qu'on veut. Mais avant, on va commencer avec les critères parce que dans chacune des catégories, que ce soit des pneus économiques, mais moyens ou haut de gamme, il y a des critères qui sont un petit peu différents de demande de clients pour que vous puissiez vous adapter puis vous puissiez aller vers le bon pneu. Exactement. Puis j'aime ton introduction parce que c'est la demande du client, mais c'est pas juste la demande du client, c'est le travail d'un conseiller. Un conseiller expérimenté va poser les bonnes questions au client, va lui demander quel genre de kilométrage vous faites. Est-ce que vous parcourez beaucoup de kilométrage? Faites-vous plus de la ville? C'est-tu plus rural? Est-ce que vous êtes nerveux au volant? Autant l'expérience de conduite. Donc, il y a quelques questions comme ça qui vont être en mesure d'aiguiller le conseiller puis d'arriver avec un choix éclairé en relation avec le budget que le consommateur est prêt à mettre pour ses pneus. Bien, justement, quel est le meilleur pneu d'hiver, Danny, dans la catégorie budget économique?
Budget économique, c'est une catégorie où il y a beaucoup de joueurs et c'est une catégorie où on va retrouver des produits qu'on va appeler chinois ou des produits indonésiens ou peu importe de où ça vient. Douteux. Produits douteux. Peut-être, mais avec une construction qui est quand même très bonne, impressionnante, je pourrais dire. Et on a aussi les compagnies comme Michelin qui vont fabriquer de l'entrée de gamme avec le Uniroyal. Parce que pour les gens qui ne le savaient pas, Michelin comporte Michelin, BF Goodrich et Uniroyal. Donc, dans l'entrée de gamme, on a quand même un choix très diversifié. Si tu me demandais mon meilleur choix là-dedans, encore une fois, je vais te répondre un peu comme le début de la chronique, dépendamment du kilométrage que tu vas faire, du type d'utilisation que tu vas faire. Mais si j'avais à me prononcer, c'est sûr que la compagnie Ceylon offre un excellent produit d'entrée de gamme. Le rapport qualité-prix, très dur à battre. C'est un produit, par contre, qui est beaucoup plus axé sur le dégagement, slush, neige. C'est plus à ce niveau-là. Si on regarde, des fois, les gens, quand on parle de Ceylon, ne connaissent pas le nom, un peu de nervosité. Si on parle de Uniroyal, qui est fabriqué par Michelin, là, les gens, ah oui, ça, je connais ça. On a plus confiance. Qui est aussi un produit d'entrée de gamme, mais qui est un produit qui va sensiblement venir rejoindre les caractéristiques de Ceylon. Tu sais, c'est pas un produit qui va être beaucoup, beaucoup plus performant, mais c'est un produit, à mon point de vue, qui est légèrement plus performant qu'un Ceylon. Le Uniroyal, c'est pas des fois des fins de ligne de la marque maison qu'on veut envoyer plus bas ou qu'on étire puis qu'on change de nom? C'est pas nécessairement comme ça. C'est que quand on fabrique un nouveau produit, il y a plusieurs modèles qui sont mis sur la table. Puis souvent, il y a certains de ces modèles-là qui vont servir dans nos autres produits intermédiaires ou entrée de gamme. Pour n'en parler, exemple Nokian, où j'ai travaillé dans le passé, souvent, c'était comme ça que ça fonctionnait. Produit haut de gamme qu'on ramène dans un produit intermédiaire qui a déjà fait sa vie dans le haut de gamme. Un peu comme ça, on va en parler tantôt. Exactement. Critère du client dans cette catégorie-là économique, c'est souvent juste le prix. Est-ce que c'est souvent on veut avoir le meilleur prix possible? C'est tout. C'est un des critères, sincèrement. Par contre, les gens ne magasinent pas des pneus d'hiver comme on magasine l'épicerie. Fait que souvent, les gens, ça fait 4-5 ans qu'ils n'ont pas acheté de pneus. Quand ils arrivent avec nous, là, ils n'ont plus un véhicule en 15 pouces, ils ont un véhicule en 18 pouces. De là, va venir jouer un peu, parce que là, on va donner un prix. Souvent, les gens vont arriver avec un Michelin ou un Nokian ou un Bridgestone. Quand on donne le prix, là, on va se tourner vers un produit intermédiaire ou, à la limite, vers un produit d'entrée de gamme. Allons-y dans l'intermédiaire. Quel est le meilleur prix dans l'intermédiaire? J'imagine que ça doit être la catégorie la plus populaire, ça, intermédiaire, ça si se bouscule. Au milieu de gamme. Il y a des joueurs. Il y a des joueurs. C'est la catégorie où il y a beaucoup de joueurs. Là, c'est quelque chose. Comment on fait de départager tout ça? Et c'est aussi la catégorie où certains fabricants disent qu'ils sont du haut de gamme ou sont à telle place. Fait que c'est une catégorie qui est très populaire. On met tout là-dedans. Sincèrement, c'est une catégorie où on a beaucoup de choix, comme je disais, mais c'est une catégorie intéressante parce que souvent, on va retrouver des produits dans cette catégorie-là qui vont se rapprocher des produits haut de gamme. Exemple, je vais vous donner un exemple, le Norman 9, qui est fabriqué par Nokian. C'est un produit qui est très polyvalent, beaucoup de dégagement. C'est un produit qui peut venir cramponner d'usine en plus, donc on a le choix d'avec ou sans crampon, qu'on parlera plus en détail dans une prochaine chronique. On va retrouver les Yokohama de ce monde, on va retrouver les BF Goodrich fabriqués par Michelin. Sincèrement, Daniel, si tu me demandais mon choix préféré dans cette catégorie-là, j'aurais de la misère à me prononcer parce qu'il y a des produits à glace, comme le IG53V de Yokohama, qui est un excellent produit, et on a le Norman, qui est plus polyvalent que ce produit-là. Fait qu'encore une fois, les questions du conseiller pour bien diriger l'acheteur vont être primordiales. C'est une catégorie où il y en a beaucoup, comme tu as dit, donc c'est important de prendre son temps, de bien choisir, parce qu'on peut souvent se tromper et pas aimer le pneu, puis c'est juste parce qu'on a mal choisi ou on n'a pas écouté notre conseiller. Exactement. Ou on a été mal conseillé. C'est possible aussi, c'est possible. Le mot est souvent possible chez Derme. Non, j'ai dit certaines places. OK. D'aller le haut de gamme maintenant. Pourquoi aller dans le haut de gamme? Qu'est-ce qui différencie le haut de gamme du reste? Bien, on s'entend que c'est toujours la dernière technologie. C'est souvent les derniers composés de semelles. Donc, adhérence au freinage sur glace plus court. Tu sais, souvent, les gens ont un nouveau véhicule. Ils veulent avoir le pneu le plus sécuritaire sur le marché. C'est sûr qu'on va se tourner vers un haut de gamme. Là, on va parler des compagnies comme Nokian, le Acapelita R5, qui, à mon point de vue, est le ou dans les meilleurs produits. Blizzak Bridgestone, la compagnie Bridgestone, le Blizzak WS90, excellent produit à glace aussi. Les Michelin de ce monde avec le XI Snow. Sincèrement,
on va avoir 4-5 joueurs dans cette catégorie-là et de départager qui, mettons, est vraiment le numéro 1. Bien, le type de conduite va rentrer en application et le kilométrage parcouru, ces choses-là, parce que dans cette catégorie-là, il y en a quelques-uns qui vont être un peu plus durables, vont faire un peu plus de kilométrage, donc de là l'importance des Dans questions. cette catégorie, est-ce qu'il y a plus souvent des gens qui font beaucoup de kilométrage? Beaucoup de routes? Donc, on va dans ce qu'il y a de meilleur? Souvent, on va aller vers ça. Puis souvent, c'est des produits qu'on va vendre sur des véhicules plus intermédiaires, haut de gamme. Mais, étrangement, exemple, le père ou la mère de famille, que c'est le véhicule principal, qui veulent avoir le pneu le plus sécuritaire sur le marché, vont opter pour un produit haut de gamme. Puis dans le haut de gamme, on a aussi des produits qui sont cramponnés d'usine, comme le AK10 qu'on a en arrière de nous, qui, à mon point de vue, au niveau de la glace, les gens qui sont nerveux au volant, les gens que la glace, c'est vraiment la chose qui la hantise, bien, c'est sûr qu'un pneu cramponné d'usine, il n'y a rien qui va arriver avec ça au niveau de la glace. Quelques petits inconvénients qu'on discutera plus tard dans une autre chronique. Absolument. Voilà, on a fait le tour de la catégorie. Évidemment, on n'a pas parlé de beaucoup de pneus dans chacune des catégories, mais venez voir sur place. Venez parler avec votre conseiller, c'est le conseil qu'on peut donner. Exactement. Puis l'avantage de faire affaire chez Desharnais, c'est qu'on fait affaire avec plusieurs fabricants. Donc, c'est pas les choix qui manquent. Puis on va être capable de vous conseiller puis vous donner le meilleur produit adapté pour vous et votre véhicule. Danny Bellil, merci beaucoup. Merci, Daniel. Nous sommes de retour et c'est le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Salut Marc, aujourd'hui les nouvelles Express. Oui, Nouvelle Express, ça va être Pas assez beaucoup de temps, rapide. puis je te laisse aller avec les nouvelles. Stellantis qui a investi 13 milliards de dollars Wow. aux États-Unis. Ça, c'est le plus gros investissement de la compagnie de toute son histoire, depuis la fondation de Chrysler. On dirait qu'il n'y avait plus d'argent, ça. Ouais, je pensais aussi qu'il n'y avait plus Non d'argent. trouvé. Mais là, ils ont décidé qu'ils investissaient, mais uniquement aux États-Unis. Ils vont réanimer l'usine de Belvidere. Ça, ils l'avaient déjà annoncé, mais ça va être là. Le problème, c'est que là, ils ont décidé que dans ce plan-là, ils ramassaient le Compass qui devait être assemblé au Canada. Donc, le Compass ne sera pas assemblé au Canada, il va être assemblé là-bas. Il y aura 5 nouveaux modèles, notamment, qui vont être assemblés là-bas. Et ça pourrait compromettre les projets d'expansion, disons, d'investissement qu'on avait annoncé au Canada. Le Doug Ford et Mark Carney sont en pleine démarche auprès de Stellantis, bien sûr, pour être capable de conserver ça. Mais c'est 13 milliards de dollars. Et Filosa, le nouveau patron, celui qui a remplacé Carlos Tavares, a décidé qu'effectivement, c'était lui. On se bat pas contre les États-Unis. Lui, c'était Trump, puis on va suivre Trump, puis ça finit là. Dans la série des nouvelles qui n'ont absolument aucun bon sens, comme tu le sais, ça va être le salon de Tokyo, salon de la mobilité de Tokyo dans quelques jours. Lexus a décidé d'annoncer qu'il remplaçait la LS par une minivan à 6 roues. Et en fait, je riais parce que je trouvais ça très drôle. La réalité, c'est que le big boss, M. Toyoda, a dit non, c'est très sérieux. Et LS, qui voulait dire avant Luxury Sedan, vient maintenant Luxury Space. OK. Et là, on veut vraiment garder le nom LS pour une minivan avec une porte coulissante et tout. Évidemment, on ne sait absolument rien de ce véhicule-là. Il va falloir attendre. On va espérer que c'est juste un concept. J'espère qu'on ne mettra pas du 24 pouces comme notre véhicule en studio. Ça va coûter cher mettre des pneus sur ce véhicule-là à 6 roues. Effectivement. La Honda Prélude, on en a parlé. Je l'ai vu de près. Je ne l'ai pas conduite encore. Il y a des gens qui ont fait des tests de vitesse avec la Honda Prélude. Écoute, un 0-100 en 9,2 secondes. C'est-à-dire un peu plus lentement que la Honda Civic hybride. Oui, mais il fallait s'attendre. Je sais qu'il fallait s'y attendre, mais avoue entre toi et moi que pour un véhicule comme la Prélude, qui a un tempérament sportif, c'est un peu décourageant, c'est un peu déprimant même à la limite, mais bon. On aime un peu le design, mais on pense qu'on aurait pu être meilleur au niveau du design, mais on aurait dû être beaucoup meilleur au niveau de la motorisation. On ne l'a pas fait, on va payer le prix, ça va dans les mauvaises décisions qu'Honda prend. C'est pas ça qu'on avait besoin, c'est une petite voiture qu'on avait besoin d'une remplaçante de la Civic. J'oserais dire ça va dans les mauvaises décisions, une de plus. Mais bon. Et dans les dernières petites nouvelles, parce qu'on n'a pas de temps, Mitsubishi qui nous annonce l'arrivée d'un Outlander Cross Country. Outlander qui va être prévu pour aller jouer dans la boue un peu. Ça fait partie des nouveaux modèles que Mitsubishi veut faire. Je pense qu'ils en ont besoin. Et ça, c'est pas une mauvaise idée parce que tout le monde s'en va vers ça. Alors Mitsubishi va y aller. Ah oui, aussi. ça va être le fun. Et probablement que la nouvelle motorisation 1.5 également qui va arriver dans ce véhicule-là.
qui va en faire un beaucoup plus compétitif. Puis si on peut garder les prix raisonnables, parce que version sport du RAV4 est dispendieuse, la même affaire avec le CR-V. Donc, il y a peut-être un petit marché à aller chercher de ce côté-là. Effectivement, mais on verra ce que ça va donner dans la réalité. On aura plus de nouvelles d'ici quelques semaines pour le prix. Et bien sûr, nous allons être les premiers à en parler. Bien sûr. Merci, Marc. Ça fait plaisir. Alors voilà, on s'arrête à Virage et on va revenir rester. Ce segment est une présentation du réseau des garages recommandés CAA Québec et de B-Lepage Autoservice. Visitez caaquebec.com pour trouver votre garage. Nous sommes de retour à Virage. Je rejoins à l'instant Patrice Ouellette de 48 heures par jour qui est à quelque part en Europe. Salut, Pat! Salut, Daniel. Écoute, oui, absolument. On est au Monténégro après un séjour en France où j'avais des conférences à donner, dont une chez Renault, Daniel. Et puis l'Italie un peu. On est présentement à Kotar, petit pays au sud de la Croatie. Demain, on quitte pour le Portugal. Oh. Ça, belle destination, voyage. Mais Pat, on va parler automobile si tu veux bien. Oui, tu viens de dire que tu as fait une conférence du côté de chez Renault. Justement, je voudrais que tu m'en parles parce qu'il semble que ça va pas super bien chez Renault. Ça a été quoi ton feeling quand tu as donné la conférence? Ben, écoute, Renault, Daniel, fait penser un peu... J'ai eu des bonnes discussions avec des exécutifs. Puis Renault fait penser beaucoup à l'histoire des GM aux États-Unis. Hein? GM a été à un moment donné dans une position de domination à 40 de part de marché. Renault était là. Aujourd'hui, Renault peine à faire 15 15 Daniel. Puis Renault se retire aussi de la Formule 1, puis de motorisation Formule 1. Fait que c'est dur de garder tes troupes motivées quand chaque année, tes ventes diminuent, t'es pas en croissance. Fait que tu sais, puis la relation qu'ils ont avec Nissan, Mitsubishi, ça n'a pas été un grand succès non plus. Fait que c'est pas une entreprise, mettons, qui a le moral très, très haut, là, Daniel. Non, puis c'est long à se virer de bord du côté de chez Renault. C'est l'immobilisme qui fait en sorte qu'on n'a pas été capable de développer des nouveaux produits avec Nissan et Mitsubishi, pourtant deux partenaires où on aurait eu intérêt à travailler avec eux. Et on a décidé de continuer dans nos vieilles pantoufles du côté de chez Renault. Puis évidemment, ça ne donne pas de résultats. Ça a été trop long avant qu'on ressorte des petites voitures dont la population voulait. Est-ce que tu penses qu'on va être capable de remettre le bateau dans le droit chemin? Écoute, Daniel, c'est ce qui fait que j'adore l'automobile, Daniel, parce que la question que tu viens de poser, qui est tellement pertinente, toutes les réponses sont bonnes. Renault pourrait fermer dans 5 ans, comme Renault pourrait redevenir, peut-être pas à 40 parce qu'on ne parle plus de ça aujourd'hui, il y a trop de compétition. L'automobile est un marché très, très, très mature. Donc, la compétition est très présente, mais il faut que tu occupes une niche qu'on dirait que Renault n'a pas été capable de s'ajuster. Puis tu as touché un bon point, Daniel. C'est comme Volkswagen. C'est pratiquement gouvernemental, ces entreprises-là. C'est l'immobilisme, c'est lent. Le processus décisionnel est tellement long que quand on prend décision, bien, il est trop tard. Le consommateur n'en veut plus de ce produit-là. En tout cas, espérons qu'ils vont virer ça de bord le plus vite possible. Entre-temps, qu'est-ce que tu as remarqué dans l'industrie automobile, dans les endroits que tu as fait? C'est quoi les tendances en Europe? Ben, écoute, une chose est sûre, je regarde dans l'espace de 5 ans, Daniel, le diesel qui n'existe plus dans les véhicules neufs, alors qu'il y a 5 ans, c'était 80 des ventes de véhicules neufs, c'est des petites motorisations excessivement économiques, avec énormément de torque aussi, on le sait, le diesel, qui était plaisante à conduire. Donc, on a plus ça. Les Chinois qui sont très présents, et Daniel, la voiture chinoise sur la route, et les véhicules sont beaux, aïe aïe, attache ta tuque, sont beaux, les véhicules chinois, là. On dirait quand on dit le mot chinois, Daniel, on veut dire cheap. Oubliez ça, là. Les véhicules sont beaux, et c'est de l'électrique. Fait que l'électrique, c'est beaucoup plus facile à concevoir aussi. Il y a beaucoup moins de pièces mobiles, on le sait. Fait que ce qui reste, ce que j'ai entendu beaucoup, Daniel, c'est le service après-vente des franchises de manufacturiers chinois.
qui est vraiment pas haut niveau. OK. Fait que oui, les consommateurs l'achètent pour le prix, mais t'en payes le prix pour pas faire de jeu de mots sur le service après-vente. Donc, les Chinois là-bas, malgré un tarif de, je crois que c'est 35 ils réussissent à être concurrentiels au niveau du prix? Absolument. Parce qu'il faut dire que ce qui aide beaucoup les Chinois, Daniel, ici, contrairement à l'Amérique du Nord, c'est que les petits véhicules ici, la micro-voiture, où les Chinois fabriquent ça pour une bouchée de pain, et les voitures sont très bonnes, bien, ils peuvent rentrer, alors que la micro-voiture au Québec, en Amérique du Nord, ça n'existe pas. Ils ne vendent pratiquement plus de Civic et de Corolla. Exact. Pour dire qu'ici, une Civic et une Corolla, c'est une grosse voiture. OK. Fait qu'on n'est pas dans le même monde, hein? J'espère. Là. Fait que, il y a quand même beaucoup de choses à observer. Puis ça, c'est un bon sujet qu'on va pouvoir retraiter, évidemment, quand on va en reparler ensemble. Pat, il reste quoi dans ton voyage à faire rapidement? Un petit arrêt au Portugal, qui est un autre pays. Écoute, rapidement, Daniel, la Slovénie, on a été une semaine en Slovénie. La Slovénie, c'est le pays le plus environnementaliste, si on peut dire, de l'Europe. C'est hallucinant, Daniel, la propreté et comment les gens sont courtois sur la route. Si jamais un jour on parle de courtoisie dans l'automobile, parce que je pense que c'est un sujet qui dénote aussi un peu le comportement d'une société, là. Au Québec, je pense pas qu'on est les plus courtois sur la route, là. Non. On a du chemin à faire, mais en Slovénie, Daniel, là, c'est incroyable le niveau de civisme que les gens ont. Ouais. On va en reparler, mon ami Pat. Merci beaucoup. Continue ton beau voyage. Puis, évidemment, on va en reparler très bientôt à l'émission. Merci, Pat. On va en parler en studio. Excellent, Daniel. OK. Alors voilà Patrice Ouellette qui est en Europe et qui nous livrait ses impressions concernant le monde de l'automobile là-bas. On s'arrête à virage et on va. Nous voilà de retour 670-9078, poste 230. Ou encore virage à télémac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous poser des questions et commentaires. Merci de le faire en grand nombre. J'ai eu plusieurs commentaires sur la circulation à Québec. Il n'y a rien de nouveau. Évidemment, on va devoir attendre, mais je lis quand même vos commentaires. Merci de le faire. Je sais que la portion d'autoroute du côté sud, là, la Kennedy, au pont, messieurs, c'est incroyable. C'est toujours bouché et là, on ne comprend pas pourquoi on ne fait rien du côté des gouvernements. Je vous entends, je suis avec vous, je sympathise avec vous. Est-ce qu'on va finalement avoir un système, soit un troisième lien, soit qu'on va finalement... Parce que avant le troisième lien, il faut élargir cette autoroute-là. 20S, il faut faire de quoi? J'espère que les gouvernements vont se réveiller puis ils vont faire de quoi avant de mettre des milliards et des milliards dans un tramway et dans un troisième lien, qu'on a besoin des deux. Moi, je suis pour les deux, mais il y a quand même une urgence facile à régler de ce côté-là qui ne coûterait pas une fortune et qui aiderait beaucoup de personnes. Il faut aussi s'assurer qu'on a des méthodes autres. Tu sais, les SRB, par exemple, pourraient être une solution rapide. Mais là, on est rendu à l'élargir. C'est très simple à faire. On a l'espace. Il faut le faire. Il faut quand même signaler que depuis quelque temps, on dirait qu'on a multiplié le nombre de voitures. Même à Montréal, je sais que vous n'aimez pas ça quand on compare Montréal, mais même à Montréal, je peux vous dire que moi, je suis allé lundi matin. Ce qui me prend normalement 1h15 m'a pris 2h20 cette semaine. Le trafic est ultra abondant. Là. C'est complètement fou. Oh, oui, bien, à Québec, il y a des travaux à des endroits qui finissent pas par finir. Parce que c'est très, très long. Ça crée des entraves. Puis, évidemment, la circulation, c'est rendu un vrai bordel. Alors, continuez. Si ça vous libère, moi, je vous lis, puis je suis d'accord avec vous. Alain veut savoir, est-ce que la Corvette de base se compare à une 911 de base? Comportement, fiabilité, valeur de revente. Valeur de revente, c'est no. Même si la Corvette garde une belle valeur de revente. Mais c'est quoi, comment je dirais ça? La 911, c'est le raffinement.
c'est Marc habillé en habit, puis la Corvette, c'est moi en chess, un douchebag. Donc, c'est à peu près ça. Ben oui, une brute. C'est une espèce de voiture qui est plus brute. Donc, en termes de comportement, on n'est pas du tout au même niveau. En termes de valeur de revente, on n'est pas du tout au même niveau. Et en termes de type de conduite non plus. On n'est pas dans le même type de voiture, pas du tout. Non, mais... C'est pas une mauvaise voiture. Quel rapport qualité-prix quand même encore, même si le prix a augmenté de la Corvette, c'est un rapport qualité-prix extraordinaire. Et, bien que je suis un maniaque fini de la 911, je trouve que là, maintenant, le rapport qualité-prix, ça devient de plus en plus mince du côté de Porsche parce qu'on a tellement monté le prix de la 911 que ça commence à être dur à justifier. Là, là on s'est éloigné beaucoup de ce qui était les prix de Porsche il y a quelques années. On a l'impression qu'il y a plus de gens qui pouvaient justement s'acheter ces types de véhicules-là. Mais Corvette font un superbe travail. On ne peut pas dire ça, négliger ça. Mais c'est certain qu'à la longue, à brasser ça, Porsche est encore dur à battre. Oui, c'est du haut de gamme. Puis la Corvette, c'est complètement dans un autre registre. Est-ce qu'on veut savoir Versa ou Kicks Play 9, 3 ou 4 ans? Est-ce que le Kicks est plus sécuritaire? Pas vraiment. Non, il n'y a pas de différence au niveau de la sécurité. En fait, vous avez à peu près la même structure, le même châssis. C'est vraiment une question d'espace et de configuration intérieure. À vous de le vérifier. Parce que ce sont deux véhicules qui sont tout à fait équivalents. Donc, il y en a un qui est une berline, l'autre qui est un petit VUS. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Si vous me parliez du nouveau Kicks, là, je vous en aurais plus long à dire, mais le Kicks Play, ça ne vaut pas la peine. Meilleur VUS branchable actuellement, est-ce que c'est toujours le RAV4? Il est dans les meilleurs, mais Outlander, Sorento, Sportage doivent être maintenant dans les discussions. Bon, les Coréens sont très forts au niveau du branchable actuellement. C'est certain que RAV4 est très, très connu et très populaire, mais il n'y a aucune gêne d'acheter n'importe quoi qui se fait avec les Coréens. Ils n'ont pas été sans problème, d'ailleurs. Je ne l'ai pas encore essayé, mais en revanche, si vous voulez attendre quelques jours, je n'ai pas le droit de vous en parler. Il y a un embargo jusqu'à une certaine date. Mais moi, j'ai essayé le nouveau RAV4 2026 et on nous a parlé du nouveau RAV4 hybride branchable qui subit des améliorations, notamment au niveau de la batterie. Donc, suivez l'émission. Dans quelques temps, vous en aurez un peu plus de détails. Oui, qui passe au-dessus de 80 km. J'étais au lancement, alors j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire. Rapidement, on reste chez Toyota. Toyota Corolla Cross, est-ce que c'est un bon achat? Oui, pas de problème. Rapidement, Madame Guylaine, elle veut savoir, CX-5 actuel, on l'achète ou on attend le nouveau modèle? On l'achète parce que l'autre va arriver sur le marché à peu près au mois de février ou quelque chose. C'est pas plus tard que ça. C'est pas plus tard. Oui, allez-y, il n'y a pas de problème. La différence n'est pas suffisante pour justifier l'attente. Justement. Voilà. C'est déjà tout pour la période des questions. Mon Dieu, c'était court. On va essayer de se reprendre la semaine prochaine. On fait des promesses, puis des fois, on les tient pas toujours, mais on va essayer d'avoir plus de temps la semaine prochaine. Merci, messieurs. Merci. Alors voilà, c'est déjà tout. Beau virage. J'espère que vous avez apprécié. Il me reste qu'à vous souhaiter une agréable semaine et on se revoit la semaine prochaine pour un autre virage.